Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler génocide, on va parler Congo, on va parler Afrique, on va parler aussi peut-être Amérique. CIA, comme Apolline de Malherbe, bien entendu, n'osera jamais le faire. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde. François Martin, oui, ce mois-ci, François Martin fait partie du club, bien entendu. Laurent Michelon, Sylvain Ferreira, Pierre-Antoine Plaquevent, vous serez membre avec eux. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit, puis bien entendu, il ne faut pas avoir peur. La boutique géopolitiqueprofonde.com est ouverte. Alors je reçois pour ça Charles Onana, politologue. Alors je suis très content de vous recevoir, monsieur Charles Onana. Ça fait des mois que j'essaie de vous avoir et je sais que c'est très compliqué, mais voilà, ce sujet est excessivement important parce que là, on a au Congo un pays qui est membre de la francophonie, un pays qui est proche de la France. Il se passe un génocide et personne n'en parle. Et vous êtes d'ailleurs un des seuls à l'écrire sur ce livre Holocauste au Congo, la France complice, point d'interrogation. D'ailleurs, quand vous parlez d'Holocauste, parce que c'est quand même un mot qui est très fort, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Simplement qu'il s'agit d'une extermination programmée, organisée contre une population pour des raisons que personne ne veut expliquer, mais que je prends la peine d'expliquer parce que les gens pensent que ce qui se passe au Congo, c'est quelque chose qui est venu tout à fait par hasard ou qui se passe de façon un peu anecdotique, mais non, il n'en est absolument rien. Tout a été planifié, organisé depuis 30 ans. Quel a été justement, dans ces 30 ans, ce mouvement, on va dire, déclencheur? Écoutez, c'est d'abord les événements qui se sont produits au Rwanda, ce qu'on appelle le génocide au Rwanda. Le problème, c'est qu'en 1994, tout le monde avait les yeux rivés sur les massacres et le génocide du Rwanda. Mais personne ne voyait effectivement que ce génocide en cachait un autre. Mais pourquoi? Parce que, évidemment, il y a eu une campagne, je dirais, médiatique extrêmement puissante, extrêmement forte, notamment en France, où certaines personnalités voulaient régler des comptes à François Mitterrand, c'est-à-dire que on a considéré que ce qui se passait au Rwanda était en fait l'œuvre de la politique extérieure de François Mitterrand et ces accusations qui, pour moi, sont jusqu'aujourd'hui totalement infondées, mais ne mettaient pas d'abord en relief le fait que la France était en situation de cohabitation. C'est-à-dire qu'il y avait Édouard Balladur, qui était Premier ministre de droite, au pouvoir, et le président Mitterrand, qui était socialiste à l'Élysée. Donc, pour pouvoir réussir à faire amener une action un génocide dans un pays comme celui-là, il faut au moins la concertation entre les deux responsables exécutifs, ce qui n'a pas été le cas. C'est-à-dire que Mitterrand et Balladur n'avaient pas la même vision de la politique extérieure de la France au sujet du Rwanda. La deuxième chose, c'est qu'au moment où ces événements se sont produits, eh bien, le Premier ministre Balladur était très réticent à mener une intervention sur ce terrain-là, alors que le président Mitterrand voulait absolument qu'on empêche ce qui est arrivé d'arriver. Donc, vous voyez bien qu'au niveau français, il y avait deux visions qui n'étaient pas facilement conciliables, mais lorsque les attaques se sont focalisées sur le président Mitterrand, eh bien, un grand nombre de responsables politiques français, grande partie des responsables politiques français ont pris la décision de se mettre en retrait en croyant que c'était uniquement François Mitterrand qui était visé. Ils vont déchanter plus tard parce qu'ils verront que les accusations vont porter sur le rôle de la France dans le génocide et évidemment des accusations de complicité de génocide seront également adressées aux autorités françaises. Donc voilà un peu le contexte dans lequel les choses se sont passées et l'élément déclencheur de tout cela, eh bien c'est effectivement l'attentat contre les deux chefs d'État africains le 6 avril 1994 et l'ensemble de l'équipage français qui a péri dans cet attentat pour lequel la France n'a jamais voulu faire la lumière. Pour une raison très simple, c'est que les veuves françaises qui avaient déposé une plainte en 1997
pour que la justice française fasse la lumière sur cette affaire. Le dossier a été coté au juge Bruguière, qui était le juge antiterroriste, qui a travaillé sur cette affaire-là. Il est abouti à la conclusion que ce sont les membres du FPR dirigés par Paul Kagame qui ont abattu cet avion. Eh bien, un juge moins expérimenté que lui, le juge Trévidic, est venu derrière dire que non, on n'a pas la preuve que ce sont les gens du FPR qui ont abattu l'avion, sauf que lui, en tant que juge d'instruction, aurait dû dire aux Français qui donc a abattu l'avion. Eh bien, c'est qu'il n'a pas fait. Et aujourd'hui, l'affaire, on s'est contenté d'un non-lieu sur le fondement d'une expertise acoustique qui a été faite dans le Loiret et pas au Rwanda. Paul Kagame, à qui aujourd'hui la France, mais surtout les États-Unis, dressent le tapis rouge. Est-ce que ça, vous le comprenez? Mais bien sûr que je le comprends très bien parce que, en fait, dès 1900, en 2007, lorsque le président Sarkozy est arrivé au pouvoir, Bernard Kouchner, qui était son ministre des Affaires étrangères, a dit tout simplement que Kagame lui avait demandé de régler le problème de l'attentat qui était pendant devant les tribunaux français. Et la façon dont ils ont réglé le problème, c'était effectivement de briser l'enquête du juge Bruguière. Et en brisant l'enquête du juge Bruguière, le gouvernement rwandais a repris ses relations diplomatiques avec la France, relations diplomatiques qui avaient été suspendues lorsque, en 2004, le juge Bruguière a lancé ses mandats d'arrêt. Donc, à partir du moment où le président Sarkozy a renoué ses relations diplomatiques avec le Rwanda, il est allé se prosterner devant Paul Kagame en disant que la France avait commis des fautes en 1994, sauf qu'il nous a jamais dit quelles étaient ces fautes précisément. Et j'ai en mémoire le fait que en 1994, le président Sarkozy était disons, le porte-parole du gouvernement d'Édouard Balladur. Et sur France 2, à l'époque, il avait dit que la France était très bien comportée au Rwanda avec l'opération turquoise. En 2007, lorsqu'il devient président de la République de la France, il va au Rwanda dire que la France a commis les fautes. Donc, on ne sait pas quel est le Nicolas Sarkozy qui ment et quel est le Nicolas Sarkozy qui dit la vérité. Est-ce le porte-parole du gouvernement en 1994? Est-ce le président de la République en 2007? Effectivement, en 2007. Et donc, pour moi, le président Sarkozy s'est aligné sur la position du gouvernement Clinton et évidemment, son successeur, aujourd'hui, le président Macron, a soutenu la candidature du Rwanda à la tête de la francophonie, qui est un pays anglophone, membre du Commonwealth. Et donc, quand vous cherchez de façon rationnelle à comprendre ce qui se passe, vous ne comprendrez pas. Mais si vous cherchez dans les coulisses ce qui se passe, eh bien, vous verrez qu'il y a un lien très direct entre les affaires que les uns et les autres, d'abord Clinton à l'époque, et puis ce qui se passe avec Total aujourd'hui. Et vous comprenez que tout cela, c'est sur le dos des affaires, c'est-à-dire que les Français sont sacrifiés sur le dos des affaires, les Rwandais sont sacrifiés sur le dos des affaires, et évidemment les Congolais sont également sacrifiés sur le dos des affaires. Alors, cher Charles Onana, les Français n'ont pas l'information sur ce qui se passe au Congo. Est-ce qu'on peut leur expliquer la réalité de ces dernières années, 2-3 dernières années, ce qui se passe au Congo? Pourquoi un holocauste? Quel lien Congo-Est et le Rwanda? Voilà, pour qu'on mette bien ça sur la table et pour que ceux qui nous regardent, qui peut-être ne savent pas ce qu'il en est, comprennent. Alors, il faut savoir que le Congo est le plus grand pays francophone d'Afrique, un pays de près de 100 millions d'habitants et qui a contribué pendant la Seconde Guerre mondiale à fournir l'uranium qui a aidé les États-Unis à fabriquer la bombe atomique. C'est-à-dire que c'est un pays qui regorge de nombreuses ressources minières. Et un expert belge avait considéré à l'époque que c'était un scandale géologique, c'est-à-dire que vous avez l'uranium, vous avez le cobalt, vous avez la bauxite, vous avez le coltan qui sert aujourd'hui à la fabrication des téléphones portables et de nos ordinateurs. Le Congo a tout cela. Et en 1942, lorsque les Américains ont mis en place le programme Manhattan, donc qui allait servir à la fabrication de la bombe atomique, eh bien, le professeur Albert Einstein avait expliqué au président américain que, eh bien, il fallait tout faire pour avoir l'uranium du Congo.
parce que il y avait d'énormes quantités d'uranium là-bas. Et c'est ce qui a été fait effectivement. Lorsque les négociations ont commencé au cours de cette période-là, parce qu'il y avait des chimistes allemands qui travaillaient au niveau de l'Institut Kaiser Wilhelm, qui voulaient également obtenir l'uranium du Congo. Et donc, la crainte était de savoir si ce sont les Allemands qui mettent la main sur l'uranium du Congo, ça va être très compliqué après pour les alliés, notamment les États-Unis, d'avoir une bombe atomique. Et donc, c'est pour cette raison que le Congo a été, la course en quelque sorte des États-Unis a été tellement importante avec l'administration coloniale belge, qui a donc permis effectivement aux États-Unis d'avoir l'uranium qui va donc servir au bombardement d'Hiroshima et Nagasaki. L'uranium qui a permis à fabriquer cette bombe venait effectivement du Congo. Alors, ce qui se passe ces derniers temps au Congo, pour qu'on comprenne très bien ce qui est arrivé, c'est que lorsque les Américains décident d'installer Paul Kagame au pouvoir, quand je dis les Américains, je parle de l'administration Clinton. Lorsque Clinton décide d'installer Paul Kagame au pouvoir, l'objectif est de mettre la main sur les ressources minières de la RDC. Le problème, c'est que entre-temps, le président qui était en RDC, qui était au Zaïre, à l'époque ça s'appelait le Zaïre, le président Mobutu a été installé au pouvoir dans les années 60 par la CIA. Donc la CIA a eu à la tête du Congo pendant 32 ans un de leurs fidèles alliés. Le président vieillissant, devenu très expérimenté et pas vraiment très frileux, les États-Unis ont décidé en 1994 de le renverser. Et pourquoi? Pourquoi à ce moment-là? Parce que le président américain, le président Mobutu, du Zaïre, a un cancer de la prostate. Les Américains savent que leur principal adversaire dans cette situation, c'est la France. Et le président Mitterrand a également un cancer de la prostate. Donc, c'est un moment très opportun pour les États-Unis de mener cette action de renversement d'alliance, parce que en changeant leur fusil d'épaule, en changeant d'alliés dans la sous-région, ils repartent pour une longue durée. Et qui ils ont trouvé pour faire cela? Eh bien, c'est Paul Kagame. Et Paul Kagame, en 1990, était directeur adjoint des services de renseignement militaire dans l'armée régulière ougandaise. Il va être pris en stage aux États-Unis à Fort Leavenworth et c'est de là-bas qu'il partira pour prendre la direction des opérations militaires qui constituent à ce moment-là la première attaque, la première offensive militaire contre le Rwanda. Cette attaque va échouer et la France va intervenir sur le plan logistique pour empêcher tout simplement que le Paul Kagame prenne le pouvoir par la force. Paul Kagame va garder une dent contre la France à cette période-là, au point qu'il va organiser un système de guérilla qui va lui permettre, pendant 3 ans, d'organiser une nouvelle offensive militaire qui va aboutir donc à l'attentat du 6 avril 1994, dans laquelle l'équipage français et les 2 chefs d'État africains ont été assassinés. Et après donc cela, les Américains vont se mobiliser, notamment au mois de juillet 1994. Donc le président Clinton signe un décret qui lui permet de mener une action, humanitaire, ce qui est contradictoire avec la décision qui avait été prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies au mois de juin, qui a mis en place l'opération Turquoise. Et l'opération Turquoise avait une vocation humanitaire. Donc, les Américains ne vont pas participer à l'opération Turquoise pour créer eux-mêmes une opération humanitaire dans laquelle ils seront les seuls à contrôler l'ensemble du système et dans lequel ils seront la seule force de commandement. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que se noue l'invasion du Congo. Parce que les gens vont voir une masse de réfugiés qui va se déverser sur le territoire congolais. Et les gens, l'ensemble des organisations humanitaires à l'époque vont dire, écoutez, le Congo est victime d'un dégât collatéral du génocide rwandais.
les conséquences du génocide rwandais vont se retrouver sur le territoire congolais. Mais c'est ça l'interprétation qui sera donnée. Mais moi, en analysant l'action militaire, la stratégie militaire qui a été utilisée par Kagame, je me rends compte que non, ce n'est pas du tout une histoire de dégâts collatéraux. C'est la préparation d'une action militaire de grande envergure. Et cette action militaire de grande envergure aura lieu en 1997, c'est-à-dire, disons, 3 ans à peu près après l'opération turquoise. Et cette action militaire de grande envergure vise à renverser le président du Congo. Et qui renverse le président du Congo, c'est Paul Kagame qui dirige les opérations avec les troupes venues d'Ouganda, c'est-à-dire l'armée dans laquelle lui-même Paul Kagame a été directeur de renseignement militaire. Et donc, il renverse donc le président Mobutu en 1997. Ils installent le président Laurent Désiré Kabila. Eh bien, les Américains vont dire à ce moment-là que c'est lui qui va apporter le changement. Mais comme ils voulaient manipuler ce président qui a refusé, au bout de quelques mois, de céder l'ensemble des ressources minières telles que lui demandaient les États-Unis à Paul Kagame à l'Ouganda, pour qu'il finisse par gérer en quelque sorte le Congo à la place du président congolais, eh bien, il y aura un nouveau clash qui va avoir lieu entre le président Laurent Désiré Kabila et ses alliés rwandais et ougandais. Eh bien, en 2001, ce président sera encore assassiné et il n'y aura pas d'enquête pour faire la lumière sur son assassinat. Voilà comment le Rwanda va prendre pied sur le prétexte d'avoir des rébellions contre le régime du Congo, etc. Le Rwanda va alimenter cette guerre et pendant ce temps-là, donc, va commencer à piller les ressources minières du Congo pour pouvoir les vendre à Kigali. Et les premiers rapports des Nations Unies vont être publiés en 2001, montrant effectivement que le Rwanda pille les ressources minières du Congo. Et depuis cette période, l'omerta a été organisée sur cette affaire-là pour qu'on ne sache pas exactement ce qui s'y passe. Et le Rwanda va continuer à dire que le Congo abrite des génocidaires, des gens qui menacent la sécurité du Rwanda. Et donc le Rwanda est supposé aller faire le Rwanda ne fait pas que piller. Elle ne fait pas que piller les ressources. Il y a aussi assassinat de masse. Vous parlez même de presque 10 millions de morts depuis cette période. 10 millions de morts. Enfin, c'est quand même pas rien, quoi. Et personne n'en parle. Pas un média français, pas un média international, ni l'ONU, ni rien, quoi, en fait. Oui, mais c'est pour avoir une petite idée. C'est comme si toute la population du Danemark a été rayée de la carte. C'est ça la réalité de ce qui se passe au Congo. Mais il y a trop d'enjeux sur cette histoire-là, c'est-à-dire que quand je parle d'enjeux financiers. Vous savez que quand vous voyez les recettes que font les fabricants de téléphones portables et les ordinateurs portables, vous comprenez que ça se chiffre en milliards de dollars. Donc, pour les multinationales, les groupes mafieux qui veulent avoir toutes ces ressources, eh bien, Kagame est devenu, entre l'espace de quelques années, exportateur, le premier exportateur de coltan, alors que ce pays n'a pas un gramme de coltan dans son sous-sol. Et puis l'Union européenne a signé des contrats avec le Rwanda pour lui permettre effectivement d'approvisionner l'Union européenne en ressources minières. Donc vous voyez que on est dans une affaire qui mêle à la fois l'ancienne administration Clinton qui a été soutenue évidemment par l'administration Biden et bien entendu pendant toute cette période-là le Rwanda avait carte blanche pour faire en quelque sorte ce qu'il voulait et l'Union européenne également s'est associée à cette affaire-là et le président Macron qui a donné la francophonie à monsieur Kagame. Donc si vous voulez, monsieur Kagame est devenu, je dirais, le sous-traitant des grandes puissances et bien entendu des multinationales de coltan. Donc voilà ce qui justifie que ce monsieur peut tuer et son armée peut tuer des millions de personnes, violer des centaines de milliers de femmes au Congo. Eh bien, ça n'émeut personne, ça ne dérange personne tant que Paul Kagame fait le travail qu'on lui a demandé de faire. D'ailleurs, les Américains disaient que it's a bad guy, but it's our guy. C'est-à-dire qu'ils savent que c'était un vilain garçon, mais c'est notre garçon. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde.
on investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.